franchement, les chances de la France sont-elles réelles? Avons-nous un réel espoir d'accueillir l'exposition universelle en 2025? Écoutez, je crois, hein, on se bat pour, mais il y a un élément qui, à mon avis, est fondamental pour tester nos chances, c'est l'envie d'un pays. Parce que quand vous êtes candidat à une expo universelle, vous dites au monde, bienvenue chez nous, on a envie de vous accueillir chez nous. Et donc une manière très facile, finalement, de tester cette capacité à gagner, c'est est-ce que, petit à petit, quand ce projet progresse, on sent l'envie des Français, des entreprises françaises, des start-up, des collectivités, des territoires, d'accueillir le monde et d'organiser cette expo. Vous voulez dire quoi? Il faut qu'on fasse une déclaration d'amour au monde, d'une certaine façon? Mais c'est un peu ça, oui. Parce que venir dans un pays qui n'a pas envie de vous, c'est quand même pas très... c'est pas terrible. Si en revanche un pays s'est montré que toutes les couches de la population, ses territoires, ses entreprises, ses acteurs politiques de droite, de gauche, que tout le monde a envie d'accueillir le monde, et un pays comme le nôtre a quand même beaucoup d'atouts, si en plus la France a envie d'accueillir le monde, je crois qu'à ce moment-là, on aura de quoi donner un message extrêmement encourageant à ceux qu'on a envie d'accueillir. Qu'on ait les atouts, là-dessus, je n'ai aucun doute, même si on va détailler tout ça au cours de cette émission. Mais j'ai envie de vous dire, on est un pays, alors comment dirais-je, pusillanime par certains côtés. Vous savez, on trouve les choses très bien une fois qu'elles sont faites. La Coupe du Monde, combien ça va coûter, ça ne nous plaît pas. Après, on est en finale. Vous avez 20 millions de Français dans la rue. Comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce que c'est pas une partie du problème? On va demander des comptes, on va tout regarder. Alors que vous venez de nous dire, il faut de l'élan. Une déclaration d'amour, c'est un élan. Il faut un élan. Il faut effectivement neutraliser toutes ces petites critiques, toutes ces réticences, toutes ces hésitations. Et peut-être que justement l'échéance, le long terme d'un projet comme celui-là, la part de rêve, le projet qu'on lègue à une génération, c'est un peu ça aussi, gomme toutes ces réticences. Quand on parle à un adulte, vous voyez, il est conscient qu'un projet comme celui-là, c'est préparer l'avenir pour ses enfants ou ses petits-enfants. Et cette dimension, elle responsabilise quelque part. Elle donne une forme d'engagement de toute la société en disant mais est-ce qu'on peut léguer à nos enfants un pays qui n'a que des problèmes, que des dettes, que de la mauvaise humeur? Et est-ce qu'un projet comme celui-là n'est pas finalement quelque chose qui entraîne et qui permet de lever ces réticences? Une dernière question pour démarrer. Je vous demande une réponse courte parce qu'il faut que je fasse circuler la parole. Moi qui suis responsable pour l'instant. J'ai pas bien compris. C'est Paris qui est candidate ou c'est la France? C'est la France, et c'est bien ce qu'a redit le président de la République l'autre jour, c'est la candidature de toute la France. Et cette dimension, on y reviendra certainement, elle est fondamentale. C'est un pays entier qui se mobilise. Dites-moi, on a déjà eu des expos universelles au moins 5 fois, une 6e si on inclut celle de 1926. C'est pas trop, non? Non, pas du tout. Écoutez, si elles répondent à un élan, à une envie d'expo, où est le problème, hein? Où est le problème? Je pense que quand on regarde, effectivement, on a eu une série assez resserrée d'expositions dans la deuxième moitié du XIXe siècle, hein, qui se passait tous les 11 ans, avec une périodicité qui s'est acquis au fil du temps. Et on a donc cette série qui est très belle pour un historien parce qu'elle est régulière et elle permet de témoigner d'évolution. Ah ben moi, à chaque fois que je me balade dans Paris, j'ai l'impression, enfin, dans mon image mentale, que la ville est structurée par nos expositions universelles. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu, mais quand même, on se dit que dans l'attribution, dans le choix qui est fait, dans le fait d'obtenir tout ça, le fait de l'avoir eu quand même déjà si souvent peut peut-être poser être un handicap, non? Non, je ne pense pas, parce que quand vous regardez l'histoire des expositions, vous avez eu jusqu'à l'avènement un peu des émergents. Et c'est là où elles sont un peu le témoin des bouleversements géopolitiques à l'œuvre. Parce que le premier émergent, au fait, a été Osaka en 1970, avec un Japon qui voulait montrer son avènement sur la scène internationale. C'était un gros émergent quand même. Hein. Voilà, un gros émergent qui était très émergé, parce qu'il y avait déjà dû. Mais on pourrait dire à peu près la même chose après avec Shanghai en 2010. Donc un émergent également déjà émergé. Quand vous regardez un peu les candidatures, on a Dubaï. Mais si vous regardez avant, vous trouvez une concentration des manifestations dans ce qu'on aurait appelé le Nord ou les pays industrialisés, et vous avez Paris, Bruxelles, San Francisco, même Chicago, qui ont accueilli plus d'une exposition. Donc il n'y a pas de limite à ça. Alors, j'ai la question, pour dire à contrario, Florence Pinault de Villechénon, c'est on comprend très bien que les émergents veuillent se faire remarquer, mais alors du coup, pourquoi ne l'avons-nous pas eu depuis si longtemps? Parce que pour l'instant, j'argumente le fait qu'on l'a eu très souvent, mais on peut le faire aussi à l'envers. C'est pourquoi... Écoutez, nous avons eu une tentative assez avancée de candidature qui avait été lancée d'ailleurs par, si je ne m'abuse, Marcel Dassault,
pour célébrer le bicentenaire. Il y a eu la grande exposition de 1889, centenaire de la Révolution, et il avait lancé l'idée d'une belle grande exposition pour célébrer les 200 ans de la Révolution française, donc 1989. Et finalement, là, on est tombé sur un projet qui s'est vu tiraillé par la politique politicienne et puis une présidence de la République qui voulait le faire à Paris, un maire de Paris qui était de l'autre côté de la scène politique, qui ne voulait pas de ça pour Paris. Et finalement, le projet a été enterré, mais on avait avancé. Il y avait même des projets. Si je vous dis que quand on avait même parlé de couvrir le périphérique, vous voyez, donc c'est qu'on avait... Vous avez partie des trucs qu'on dit régulièrement. Voilà, qui reviennent, nos serpents de mer, vous allez dire. Très longtemps, dans la bonne ville de Jean-Christophe Fromentin, on se demandait s'il fallait couvrir toute l'avenue du Général de Gaulle. Vrai, ouais. Je dois dire que l'idée n'était pas déplaisante. Alors, est-ce que, évidemment, je pose la question à un architecte, à un urbaniste, mais les traces d'une expo universelle, en tout cas historiquement à Paris, ce sont des bâtiments absolument merveilleux qu'on adore, même s'ils n'étaient pas conçus initialement pour durer et qui, en fait, ont trouvé une place dans la ville. Est-ce que c'est ça, d'abord, à vos yeux, une expo universelle ? Alors c'est vrai que Paris c'est très frappant parce qu'il y a un rapport à la Seine qui s'est développé à l'ouest avec les expos universelles. Bon, la dernière c'est quand même 1937. Donc ce qui veut dire quand même, ça traduit aussi comme le problème qu'a un peu Paris à se renouveler sur elle-même. Parce que effectivement c'est très présent, la Tour Eiffel, il faut le rappeler, Chaillot, le Grand Palais, en fait, tout ce qui est autour du moi, le matin, quand je vais travailler, je passe devant la Tour Eiffel, je traverse le pont Alexandre III, et après je passe entre le Petit et le Grand Palais. Tout ça, c'est de l'expo universelle. Mais c'est 1900, ce que vous citez, c'est 1889-1900. Oui. Donc les traces sont bien là, elles ont modelé une ville qui a déjà été très fortement modelée par Haussmann au XIXe siècle. Donc c'est un peu la fin de ce XIXe siècle splendide qu'a connu Paris. Il y a peut-être le manque d'une expo universelle au cours du XXe siècle, pour recréer aussi ces traces, mais plus contemporaines et plus récentes. Parce qu'effectivement, elles sont là, mais un peu patrimoniales aujourd'hui. Alors avant de donner la parole à Pascal Perry, on va partir directement avec nos reporters à Milan, où vient d'ouvrir donc cette exposition universelle. Coût 3 milliards, on espère 20 millions de visiteurs, 145 pays sont présents, programme festif, mais avec un thème assez grave cette année visant à réduire les inégalités alimentaires. 80 pavillons ont été construits et Milan s'est visiblement refait aussi une beauté. Sur place, Barbara Steck et Pierre Dehorne. L'Expo universelle 2015, c'est parti. Pendant 6 mois, Milan se transforme en cité mondiale. 145 pays sont représentés et plus de 80 pavillons trônent le long des allées, allant de l'ultra kitsch au style traditionnel ou futuriste. L'architecture est spectaculaire et l'atmosphère ludique. Mais derrière cette légèreté, le thème se veut grave. L'alimentation de demain et les énergies nouvelles. Essayons tous ensemble de défier les contradictions. Disons que demain commence aujourd'hui et réfléchissons à partir des contradictions d'un monde qui a besoin de se nourrir, mais où la vie est injuste avec d'absurdes déséquilibres, avec 1 milliard d'êtres humains qui sont affamés et mourants, tandis qu'1 milliard d'autres souffrent de surpoids à cause d'une mauvaise alimentation. Réduire les inégalités alimentaires. Le défi est ambitieux. Et cette expo universelle souhaite durablement s'inscrire dans l'histoire avec une charte mondiale de l'alimentation. Toutes les expositions laissent un héritage. Cette exposition a l'ambition de laisser un héritage matériel, qui sera la charte, mais aussi une action pour le futur, pour obtenir que le droit à l'alimentation soit un droit fondamental pour tous. Avec cette exposition, l'Italie entend retrouver un leadership mondial. Et Milan, à l'image de son modèle, Léonard de Vinci, devenir une capitale de l'innovation et de la culture. 20 millions de visiteurs sont attendus. Et la ville, pour l'occasion, s'est refaite une beauté.
Tout ça a été rénové, complètement restauré. Maintenant, vous voyez, la galerie, elle est belle, elle est finie. Il y a quelques semaines, il y avait encore des échafaudages. 22 000 événements culturels vont être organisés à Milan, qui a optimisé tous ses services pour en tirer un maximum de bénéfices. On a fait un pacte pour cette expo avec les magasins. On leur a demandé des choses. D'abord d'être ouverts tard le soir. De ne pas fermer les magasins ni en juillet, ni en août. La troisième chose, c'est d'avoir des prix clairs pour éviter le marchandage. Et la dernière chose, c'est d'apprendre au moins 100 mots en anglais pour accueillir les touristes et les mettre à l'aise. Mais tous ne voient pas d'un bon œil cette exposition universelle. Le mouvement No Expo bat le pavé depuis le début de l'événement. Des étudiants en colère qui dénoncent la précarité des jeunes et l'hypocrisie autour du thème. Les thèmes de la nutrition et de l'écosystème sont très importants, mais l'Expo ne propose pas d'alternative pour l'avenir. Et on le voit bien, parce que les partenaires principaux sont Coca et McDo, ce qui ne représente pas vraiment le développement durable. Nous ne sommes pas contre l'Expo en général, mais nous sommes opposés à cette exposition. Une expo qui utilise seulement des modèles de travail précaires et qui crée une classe de jeunes sans emploi. L'exposition utilise environ 18 000 bénévoles. Et en plus de ça, cet événement ne réglera en rien le problème de l'emploi. Et tout l'enjeu est là. En pleine crise sociale et alors que le pays est surendetté, il faudra convaincre les Italiens du bien fondé d'un investissement de plus de 3 milliards d'euros. Il y a cette phrase très importante prononcée dans ce reportage de Jacques Ferrier. Toutes les expositions laissent un héritage. Vous en êtes convaincu ? Oui, j'en suis d'autant plus convaincu que pour avoir travaillé sur l'exposition universelle de Shanghai, en tant qu'architecte du pavillon France, j'ai vu les transformations, comme on dit voir, c'est à la vitesse chinoise, c'est-à-dire les 2 ans qu'ont duré, les 2 ans et demi qu'ont duré les études et le chantier. On a vraiment vu un peu en direct la ville se transformer, 3 nouvelles lignes de métro, le Bund, qui est ce grand quai historique, puisque c'est là où il y avait les vieux bâtiments des puissances coloniales complètement transformés, un TGV entre Pékin et Shanghai, etc. Vous me donnez le tournis, là. Au fur et à mesure de vos allers-retours pour surveiller votre travail C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un effet de levier, alors en Chine, parce qu'il faut voir aussi, en Chine, en Asie, quelle est la vitesse d'urbanisation de ces grandes métropoles. Bon, Shanghai, on ne sait jamais trop, mais 23 millions d'habitants, le Grand Paris c'est 12 millions, donc ça donne la taille de ces villes avec un fort taux d'accroissement. Donc effectivement, la ville s'est transformée, mais elle a aussi fabriqué une image positive de cette transformation. Parce que la transformation, c'est effrayant. Une ville de 20 millions d'habitants, c'est effrayant. Ce sont des populations qui sont en Chine en train de passer de la ruralité à l'urbanité en 10, 15, 20 ans, quand nous... Au XIXe siècle, on a mis 50, 60, 70 ans. Donc, voire 200 ans. Voire 200 ans. L'expo, en tout cas celle de Shanghai, chaque expo a un rôle vis-à-vis de la ville. Je crois que le rôle de l'expo de Shanghai, c'était d'abord pour le public chinois, 90% des visiteurs, c'était pour dire la ville, c'est votre avenir, et la ville, c'est bien. Ce qui était évidemment un message différent, pour des raisons évidentes, des grandes expos européennes du 19e et du 20e siècle. Je reviens aux traces dans un instant avec Florence Pinault de Villechénon, mais on a cette question SMS que je n'avais pas encore prise. Que peut-on attendre de l'expo de Milan? Le but est-il vraiment de trouver des solutions pour nourrir la planète? Ça vous stimule, ça? Oui, je pense que la question se pose, effectivement. Une expo universelle, c'est d'abord tourner vers l'avenir. C'est vrai que ça laisse un héritage, mais c'est d'abord tourner vers l'avenir. Donc ça n'est pas que de l'architecture, même si je me plais à compter les bâtiments. Non, ce sont aussi des valeurs immatérielles. Les Italiens, je crois, l'ont bien compris. D'abord, Milan, c'est un élément d'un package. Il y a la candidature de Rome en 2024 pour des Jeux Olympiques. Il y a celle de Milan aujourd'hui, qui n'est plus une candidature, mais une réalité. Et il y a une double ambition. D'abord, réfléchir autour de l'alimentation du monde. Et c'est vrai que nourrir 9 milliards d'individus, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a aussi un intérêt un peu mercantile. Les Italiens exportent pour 33 milliards d'euros chaque année de produits alimentaires. Et il y a une compétition
des territoires, mais il y a aussi une compétition des alimentations. Et dans les nouveaux territoires de la mondialisation, eh bien, on recherche les modèles alimentaires qui viennent d'Occident. Donc les Très Italiens... intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est exactement le propos du pavillon français qu'on découvrira dans le prochain reportage. Oui. Alors un des problèmes des Italiens, c'est qu'ils sont beaucoup copiés. Et donc, d'une certaine façon, l'Expo universelle, leurs produits alimentaires sont beaucoup copiés. Et donc, l'Expo universelle, elle rappelle que l'Italie, c'est le territoire par nature de l'alimentation italienne. Il y a un intérêt mercantile, et puis il y a, de ce point de vue, et il y a aussi une stratégie touristique. De mémoire, l'Italie, ça doit être 40 millions de visiteurs par an. C'est-à-dire moitié moins qu'en France. On doit être un petit peu plus de 80 millions de visiteurs par an. Donc ils investissent d'une certaine façon dans la marque Italie. Milan, c'est une marque, l'Italie, c'est une marque. Il y a une compétition des marques des territoires, donc. Et on peut considérer que c'est un bon investissement pour eux. Mais vous nous suggérez que les touristes qui iront à Milan cet été n'iront pas à Paris? Je suggère qu'une partie des touristes, et notamment, à mon sens, ceux qui ont un pouvoir d'achat élevé, seront attirés vraisemblablement par l'exposition universelle. La différence, et vous allez sans doute le dire, entre une grande manifestation sportive et une exposition universelle, c'est que l'exposition universelle, elle attire aussi des CSP+, c'est-à-dire des consommateurs qui ont de l'argent à dépenser, qui s'intéressent à des problématiques sociales. Vous voyez, nourrir le monde, c'est quand même pas un truc qui enchante les foules. Non, mais et pourtant, c'est un vrai problème. Mais excusez-moi, mais vous allez dans une ville comme Rome, l'exposition universelle, j'ai envie de vous dire, elle est permanente. Ah oui, voilà, depuis des siècles et des siècles. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors, dans le cas de Milan, c'est 10% du PIB en Italie. La région de Milan, c'est 10% du PIB. C'est l'économie de la mode. C'est aussi un territoire de start-up. Et donc, c'est l'occasion d'attirer les caméras du monde et le regard du monde sur la capacité de l'Italie à s'inscrire dans l'avenir. Alors, toutes les expositions laissent un héritage? Oui, absolument. Alors elle laisse, je parle sous la tutelle de l'architecte, hein. Dans le cas de Paris, vous avez d'ailleurs des spécialistes qui se sont fait un plaisir de sortir des très beaux ouvrages qui sont partis à la trace, allons débusquer des restes d'expo dans notre paysage, parce que bien sûr on pense assez spontanément Grand Palais, Petit Palais, Pont Alexandre III et autres, mais c'est aller chercher la porte de pavillon marocain qui aura atterri à Asnières ou qui aura fini à Levallois, à la Villa Chaptal, ou alors on a tout une énorme opération de récupération de fer qui va se faire, parce que ces grandes halles, une fois démontées, elles doivent être démontées parce qu'on est sur le Champ de Mars, et le Champ de Mars, on ne peut pas y laisser... Hein, moi qui suis un enfant des Hauts-de-Seine, je l'ai récupéré dans le Val-de-Marne. Non, mais on voit de quoi il s'agit. Oui. Et donc vous avez pas mal de constructions qui se sont faites, mais alors d'ailleurs pour les spécialistes, il est souvent difficile de dire si c'est avec les bouts de fer de 55 ou de 67, puisque dans certains cas, ils avaient déjà été réemployés. Ils sont très habiles pour nous faire croire des choses aussi. Mais si vous voulez, au niveau du legs, non seulement, alors dans le cas de Paris, on a aussi tout ce qui était site d'expo, mais tout ce qui était infrastructure censée résoudre des problèmes d'hébergement. Donc vous avez l'hôtel du Louvre en 1855 qui va devenir le Louvre des Antiquaires, qui maintenant va changer de vocation à ce que j'en sais. Vous avez l'hôtel Terminus également qui est né à l'occasion d'une exposition. Vous avez au musée d'Orsay ce qui est aujourd'hui la partie des salons d'honneur et autres, qui était un hôtel incorporé de haut luxe censé accueillir la clientèle aisée des expos. Et à côté de ça, il y a aussi le legs immatériel. C'est-à-dire? Alors le legs immatériel, moi, il faut qu'on s'y intéresse, c'est parce que ça nous ramène à cette vocation universelle des expos de rassemblement. Oui. Elles ont donné lieu très souvent, surtout on le voit au 19e, à des démarches consensuelles ayant abouti, par exemple, vous avez l'Union postale qui est née à la suite de l'exposition de 1867, la deuxième parisienne. Vous avez également le droit. L'union postale à l'arrivée, c'est quoi? L'union postale, mais c'était un consensus entre les pays pour traiter correspondance et autres. Si vous voulez, donc c'est ça ce que quand on dit legs immatériel, je pense aussi par exemple à la question qui aujourd'hui pour nous est cruciale, hein, qu'on voit réapparaître dans tous les traités de libre-échange, qui est la question de la propriété intellectuelle. Oui. Ben vous avez cette question est abordée en toujours cette même expo de 1867, qui a donné lieu à beaucoup de congrès. Hein. Là, on est vraiment dans l'immatériel. À côté de la fête, on a le congrès. 1867 est encore assez austère, mais on a déjà du congrès. Et Victor Hugo qui va nous présider
le congrès sur la propriété artistique, qui va être doublé d'un congrès sur la propriété industrielle. Et voilà notre futur droit de la propriété intellectuelle mis sur les rails. C'est l'exception culturelle française, absolument. Il faut qu'on trouve notre Victor Hugo. Enfin, il faut que vous trouviez votre Victor Hugo. Quand vous entendez votre confrère italien, comment dirais-je ça? Il faut essayer de dire ça avec élégance. Ça ne le sera pas. Nous vendre sa sauce avec beaucoup de talent. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous de dire, tiens, oui, on a envie de partir et nous aussi d'être les plus... ça peut être très bon, la sauce milanaise, hein, d'être les meilleurs prescripteurs de notre ville? Oui, je crois qu'on a effectivement cet héritage qui est l'héritage immatériel, l'héritage matériel, architectural, mais il y a aussi un héritage dont on ne parle pas beaucoup, c'est tous les produits qui sont nés aux Expos universelles. C'est le guide Michelin, c'est le percolateur pour servir du café à des millions d'exposants. C'est cette synthèse entre des artistes, des artisans d'art qui faisaient du cristal et les parfumeurs, et qui donnent un statut nouveau aux parfums, etc. Et je pense que l'héritage qu'on voudrait susciter pour le XXIe siècle, il est justement dans cette synthèse entre l'architecture, l'immatériel, la culture, l'artisanat d'art, l'industrie. Et c'est ça qu'il faut réussir à recréer. Et vous avez des aspirations de cet ordre pour notre Expo universelle de 2025? Oui, et on l'a construit sur un mode différent de celui qu'on vient de voir pour Milan. Oui. C'est-à-dire que les expos au 19e, c'était des grandes galeries. La grande galerie des machines, le grand palais de la culture, la grande galerie des lumières. Et puis, au début du XXe siècle, c'est devenu des pavillons nationaux. Et on se dit, en fin de compte, les mêmes défis qui animaient le XIXe siècle, les grands défis industriels, aujourd'hui, on a encore des grands défis. Des défis de l'environnement, des défis du numérique, des défis sur la santé. Et on voudrait et on travaille pour que la candidature en 2025 retrouve cet esprit de grande galerie, de grands pavillons où les pays partagent, plutôt qu'être chacun dans leur pavillon national, que les pays partagent. Et on construit la candidature française sur 12 grands pavillons, 12 grandes galeries, version 21e siècle, pour inciter chaque pays à amener une contribution au progrès, à l'innovation, à l'invention, à la culture. On se pose des questions, je dirais, si ce n'est la géométrie, mais sur l'ampleur de votre projet. Alors, c'est Paris plus ce qu'on pourrait appeler le Grand Paris, et ça va un peu plus loin parce qu'il y a un moment où il faut que ça arrête de s'étendre. Enfin, faut fixer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut fixer un cadre. Vous voulez, on part d'un. Jusqu'à Reims. D'une idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de réseau. Donc, on se dit finalement, en France, on a un réseau de villes, et on a intérêt à promouvoir un réseau de villes avec le Grand Paris, qui abriterait à peu près la moitié de ces 12 grands pavillons, et puis les grandes métropoles françaises, 6 grandes métropoles françaises, qui abriteraient 6 autres de ces grandes galeries. Citez-les-moi que je visualise sur la carte. Donnez-moi des exemples. Ah non. Je vais vous en donner un, puisque c'est un avec lequel on est en train de travailler, c'est Strasbourg. Ah oui, alors là vous allez très loin. Mais faites attention de ne pas envahir l'Allemagne. Parce que... Lille, probablement, doit venir dans l'exposition. Je vais à Nantes dans quelques jours pour voir le maire de Nantes et voir comment on peut travailler avec Nantes. J'ai vu le maire de Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Je vois bientôt le maire de Marseille. Et si vous voulez, on veut que ces grandes métropoles, ce réseau de métropoles françaises soit dans ce projet, mais on veut aussi en faire un enjeu de mobilité. C'est-à-dire qu'en déplaçant comme ça différents pôles de l'exposition, on remet au cœur des défis à résoudre le transport, les transports connectés, etc. Vous m'annoncez l'Expo TGV. Non, pas que TGV, parce que, si vous voulez, les acteurs... C'est le cas, mais c'est bien d'ailleurs. Pas que ça. Si on met un pavillon à Strasbourg, c'est toute une population autour de Strasbourg qui aura une proximité avec l'exposition et notamment le site de Strasbourg, par exemple. Donc c'est un système en étoile et un système de réseau. Et je crois avec des allers-retours. Avec des allers-retours, avec aussi cette idée qu'aujourd'hui, dans une expo universelle, vous faites 2 ou 3 heures de queue pour visiter un pavillon. Et on se dit, ces 2 ou 3 heures de queue, est-ce qu'on ne peut pas les transformer en mobilité positive? Inverser le sujet. Ouais. Et donc, il y a vraiment un modèle à réinventer sur ces grandes galeries, repenser les temps, repenser les distances et se donner autant de défis. Vous savez, une expo, c'est finalement, plus on va chercher l'impossible, plus on se donne finalement une trajectoire d'innovation. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'avait marqué à Shanghai, c'était une très belle expo où il y avait des très beaux pavillons, mais en fin de compte, c'était assez classique. Il n'y avait pas... On n'était pas avec des grandes innovations.
Il y avait la qualité du travail des architectes, mais il n'y avait pas de grandes innovations. Et on doit retrouver cet esprit innovant des expos du 19e, me semble-t-il. Ils viennent critiquer votre expo, dites donc. Non, j'ai pas critiqué le talent des architectes. J'ai bien compris, mais... Non, je crois que l'innovation, effectivement, le manque d'innovation peut-être dans le planning urbain de l'expo de Shanghai. Juste pour revenir, pour dire peut-être une chose évidente, puisqu'on parle de l'héritage matériel, la Tour Eiffel, on le sait tous, mais c'est peut-être bien de le dire, elle était prévue pour être démontée. Oui. Ça, c'est important. Et le règlement actuel du BIE, le Bureau international des expos, précise bien que chaque bâtiment doit être démonté. Donc, il y a à la fois cet héritage matériel, mais il y a à la fois cette contrainte que ce sont des pavillons qui sont censés disparaître. Ce qui est une innovation. Pouvoir être démonté. Pouvoir être démonté. Voilà. Mais ça, c'est d'ailleurs une innovation, parce que quand on parle environnement, etc., un des thèmes de l'environnement, c'est de pouvoir à un moment donné restituer la ville, reconstruire la ville sur la ville. Donc l'expo, de fait, elle est innovante de ce point de vue-là. Après, il y a les coups de cœur qui fait que la Tour Eiffel est toujours là. Oui, on est assez content d'ailleurs. Voilà, ce qui n'était pas gagné, comme vous le savez, puisqu'il y a eu des protestations des artistes. La Tour Eiffel, c'était au début une innovation tellement... On l'a trouvé moche et c'était une verrue. Voilà. Le pavillon France en Shanghai est resté. Oui. Et il a été transformé par un autre architecte. Alors c'est ce que j'allais vous dire, votre bâtiment il vit, et il y a même un de vos confrères qui l'a transformé en musée d'art contemporain chinois. Ça vous fait plaisir? Ça vous convient, ou on peut être un peu énervé éventuellement? Parce que moi, si je touche mon tableau, ça risque de m'énerver. Oui, mais ça c'est le côté artiste des architectes qu'on a, mais qui est peut-être pas le meilleur côté des architectes. Effectivement, il y a une première réaction en disant touche pas à mon bâtiment, ou alors c'est moi qui m'en occupe, qui vais le transformer. Et puis après, par rapport à ce que vous disiez, cette tradition des expos universelles où finalement les bâtiments après vivent leur vie et voient d'autres vies, je trouve que c'est une belle aventure et c'est pas si mal. J'ai bien compris, Jacques Ferrier, que l'urbaniste tempère les humeurs de l'architecte. Voilà. Ils sont fous de vouloir nous éclater jusqu'à Strasbourg, ou c'est une très bonne idée? Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est d'abord, en termes de marketing, un élément de différenciation. C'est-à-dire qu'on sort un peu des expos universelles telles qu'on les a connues jusqu'à présent. Toutes les villes que M. Fromentin a citées sont à moins de 3 heures de Paris en train à grande vitesse. Donc c'est la mise en œuvre d'un outil de mobilité qui est très franco-français, qui est un des éléments de fierté nationale. En réalité, aujourd'hui, on pourrait traiter ce sujet dans une autre émission. Mais le TGV en 2025, ça sera plus très nouveau. Hein. Non, ce sera peut-être plus très nouveau, mais depuis un certain temps, peut-être qu'il vaut mieux habiter à Lille ou à Reims qu'à Marne-la-Vallée, quand on travaille dans le centre de Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, presque vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, on en revient à la leçon de géographie de Pierre Vidal de Lablache, qui était un des grands géographes du début du XXe siècle, qui disait c'est pas les distances qui comptent, c'est les temps de parcours qui comptent en réalité. Et moi, je pense que c'est un élément de différenciation. Tout à l'heure, vous demandiez si les Français avaient envie de cette exposition universelle. Je pense que les Parisiens en ont envie, mais je crois qu'il faut communiquer cette envie aussi à beaucoup d'autres. Et ce que je peux vous dire, c'est que, à mon sens, le monde a plutôt envie de l'exposition universelle en France, parce que la France est une formidable marque. C'est une marque qui est très polarisante. Dans une société qui doute un peu aujourd'hui, c'est aussi une façon de rendre de la fierté. Montrer ce qu'on est capable de faire. C'est de l'énergie positive. C'est de l'énergie positive. Ça montre qu'il y a des entreprises innovantes, qu'il y a une capacité à organiser, qu'on a un joli territoire, qu'on a un territoire riche. Et donc, ce modèle d'exposition universelle en étoile, là, en hub, avec des étoiles, des rayons d'étoiles, ça me paraît, moi, être un vrai élément positif. Alors, je le rappelais il y a quelques instants, le pavillon de Jacques Ferrier à Shanghai avait été très remarqué. On va découvrir maintenant le pavillon français de cette expo milanaise qui vient d'ouvrir. Thème général, vous vous en souvenez, les inégalités alimentaires. Ça, c'est pour l'ensemble de l'expo. La France, qui est la première puissance agricole d'Europe, devait évidemment se faire remarquer. C'est apparemment le cas, à en croire les visiteurs. Notre pays espère par ailleurs des retombées financières et scientifiques. Nous en reparlerons dans quelques instants. Sur place, Barbara Steck et Pierre Dehorne. Pour le premier pays agricole d'Europe, où la gastronomie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parler nourriture est une deuxième nature. À Milan, la France s'offre une vitrine complète de son savoir-faire en la matière. Ici, on est chauvin et on l'assume. Je trouve qu'on a un des plus beaux pavillons. En tout cas, c'est pas le ministre qui le dit, c'est la Stampa qui a fait un classement des pavillons, je crois que c'était la semaine dernière, qui a mis en 1 le pavillon chinois et en 2 le pavillon français.
L'entrée se fait par un potager qui évoluera et poussera au fil des 6 mois de l'exposition. La structure tout en bois est un marché inversé à la ventilation naturelle. Transition énergétique oblige. Une architecture à l'image des paysages français et de leurs ressources. En matière d'alimentation, la quantité ne suffit pas. La qualité est tout aussi importante. Dans cette grande ruche française, les visiteurs vont pouvoir sentir, goûter, mais aussi être sensibilisés à la lutte contre le gaspillage. Ici, on est sous un arche avec de l'agro-industrie. Vous avez tous les produits qui sont faits avec les déchets, déchets recyclés, du lin, du chanvre. Là, vous avez des raquettes de tennis, une planche à voile, des bottes. Tous ces matériaux sont issus de l'agriculture. C'est formidable. C'est ça la transition énergétique. Du côté du public, on est partagé entre admiration et scepticisme. Je trouve qu'il est bien dans le thème de comment nourrir la planète en 2050, donc on est sensibilisé à différentes problématiques, donc c'est plutôt pas mal. Joli, très joli, j'aime beaucoup. Bon, on trouve ça un peu optimiste quand même, parce que c'est montré de façon très simple. Je pense que c'est pas tout. Est-ce que ça donne à réfléchir sur l'avenir de la planète, ce pavillon? C'est surtout publicitaire là. Ah ouais, clairement. Pas faux, car cette vitrine est à vendre. Du pavillon lui-même aux produits qu'il expose. À quelques jours de l'ouverture, le commissaire français ne cachait pas ses ambitions. Cet investissement, il est fait pour le premier secteur industriel français. Le secteur agroalimentaire français, il fait 160 milliards de chiffre d'affaires, le secteur industriel, et il exporte 60 milliards d'euros. Donc 60 milliards d'euros d'exportation à l'année, 160 milliards de chiffre d'affaires à l'année, et on investit 20 millions. On aura incontestablement des retombées économiques qui seront au-delà des 20 millions d'euros. C'est incontestable. Et puis on a aussi la retombée en termes d'image, la science, le potentiel scientifique. On démontre que nous avons des réponses au travers de nos savoir-faire. Donc là, ça profite à l'ensemble de la collectivité mondiale. Et c'est ça qui est fantastique. Inventer l'agriculture du futur, un thème récurrent. Dans le pavillon du Koweït, on démontre comment cultiver en plein désert. Vous pouvez voir sous tout le mur la cultivation hydroponique, que c'est le vrai concept de le pavillon. L'eau de mer, c'est désalinisée et va faire la cultivation hydroponique qui c'est fait pour manger. Et comme ça, le Koweïtien peut être autonome dans le mécanisme de nutrissement. Autre continent, autre méthode, les États-Unis et ses fermes verticales. La particularité de la culture verticale, c'est que quand le produit est mûr, il n'est pas cueilli, mais les panneaux sont démontés et distribués au supermarché. Et ce sont les clients qui vont directement cueillir leurs salades, des salades qui ont encore leurs racines. Dans 6 mois, hormis le pavillon italien, quasi tout le site sera démonté et devra se trouver une deuxième vie. La création de logements, une université ou des bureaux sont en discussion. La France, elle, a d'ores et déjà reçu des propositions de rachat. Et comme chacun sait, les salades verticales, c'est bien meilleur que les salades horizontales. Voilà. Manger couché. Oui. Ah, mais ça nous ramène à la romantique, c'est autre chose. Oui, absolument. Le commissaire général du pavillon français qui nous dit qu'il espère des retombées en termes scientifiques et économiques. Vous y croyez? Il a raison. Il y a un moment où il faut faire un plaidoyer pro domo ou c'est Non, je crois que c'est vrai. Je crois que dans le domaine alimentaire en particulier, oui, il y a une vraie concurrence. Le modèle alimentaire français, il est connu, il est très large, il est assez profond, il est associé à un standard de vie. Et c'est vrai que les enfants de la mondialisation qui viennent d'Asie rêvent de consommer français. D'ailleurs, ils viennent très souvent à Paris, on vient consommer nos vertes vallées, notre capacité à produire de l'agroalimentaire de qualité. C'est bien de le rappeler parce qu'il n'y a pas de modèle éternel, mais en même temps, il n'y a pas de marque morte, si vous voulez. Ça signifie qu'il faut entretenir ce courant d'intérêt et c'est très bien de le faire. Donc à la question SMS qui était le thème de l'exposition, n'est-il pas une aubaine pour la France et ses entreprises? Oui. Vous répondez oui. Oui, bien sûr. En France, l'agroalimentaire représente une part importante. On a de grandes entreprises. En même temps, la capacité à produire de la qualité
qualité, une histoire, enfin tous les éléments matériels et immatériels sont réunis pour faire de la France une grande puissance gastronomique, une grande puissance de l'alimentation. Et ce type de rendez-vous permet d'entretenir les valeurs de marque autour de notre alimentation. Quel était le thème de Shanghai? Je ne me souviens plus. Alors le thème c'était Better City, Better Life, une meilleure ville, une meilleure vie. Il y a une évolution des thèmes parce que quand les expositions universelles apparaissent, on est quand même au tout début, déjà, on est dans l'attente du progrès. Oui. Ensuite, on a été dans l'émerveillement du progrès. Oui. Donc c'est vrai que les expositions universelles, elles avaient un côté maintenant qu'on pourrait juger un peu exagérément optimiste, naïf, etc., qui était vraiment l'admiration. On vous montre les dernières innovations. Effectivement, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, personne n'en doutait. L'expo universelle est même quand la même... littérature française en est imprégnée. Absolument. On a des pages extraordinaires de notre littérature qui décrivent l'engouement populaire autour de ces expos. Voilà, un peu de naïveté fait pas de mal non plus. Absolument. On ne peut pas dissocier l'histoire des expositions universelles de cet optimisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le rapport à la technique, au progrès, en tout cas à partir des années 60, il se nuance. Et là où les expos, je pense, évoluent, c'est sur la thématique, puisque la thématique la situe le progrès, mais dans des questions pourquoi. Donc, Better City, Better Life, c'était le thème, disons, idéal, hein, c'était de dire, bon, ben, la ville, ça va vous donner une meilleure vie. Ici, c'est, on va donc mieux nourrir la planète, etc. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un glissement dans les thèmes très sensibles qui correspondent aux évolutions de la société. Et alors, c'est quoi votre thème ? Le thème, c'est une phrase, une invitation qui est « Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes ». C'est une invitation à dire, en fin de compte, la mondialisation qu'on a devant nous, soit elle peut être extrêmement lisse, standardisante, soit au contraire, elle peut nous inciter et nous inviter à aller chercher la diversité, les différences, les cultures, les paysages. Et donc, c'est une invitation à découvrir les hommes et les territoires. Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes. C'est le thème de l'hospitalité, c'est le thème de la découverte, c'est le thème des cultures, c'est le thème des savoir-faire. Donc, c'est une façon de dire aussi que nos racines et notre identité est le meilleur moyen de pouvoir rentrer en contact avec l'autre. Alors, parfois, on a peut-être l'impression que ce n'est pas le cas. C'est de dire effectivement nos racines, notre identité, nos avantages comparatifs, comme disent les économistes, c'est la meilleure garantie de pouvoir s'intermédier dans la mondialisation. Si demain on fait tous pareil, et si on est tous pareils, si on a la même architecture, la même culture, la même manière de consommer, le monde sera lisse et la surenchère sera terrible, sera impossible. Alors que si on reconnaît finalement dans cette construction de la mondialisation les différences de chacun, les complémentarités de chacun, ce qu'on appelle aussi les chaînes de valeur, la construction des chaînes de valeur dans la globalisation, alors le monde aura une acception beaucoup plus intéressante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus originale et beaucoup moins défiante. Et donc, au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes, c'est vraiment cette invitation à encourager une mondialisation faite de diversité et de différence. Est-ce qu'on est sûr que Shanghai ne ressemble pas à Milan, qui ressemble à Dubaï et qui pourrait ressembler à Paris? Moi, quand dans une autre vie, je voyageais beaucoup et j'avais eu plusieurs fois, comme tous ceux qui voyagent, la surprise quand vous vous levez le matin en haut d'un hôtel, d'une tour, vous regardez la ville et vous dites « mais où je suis ?» Vous ne voyez plus la différence entre São Paulo, Shanghai, parce que vous voyez la même ville. Et vous dites non, c'est pas cette mondialisation que je veux. Si toutes les villes sont pareilles demain, mais quelle tristesse. Le bonheur est dans la différence. Oui, elle est dans la curiosité, dans la diversité, dans l'étonnement. Dites-moi, j'ai pas rêvé, il y a bien eu un moment des trottoirs roulants, non, dans Paris? Absolument. Quand j'étais gamin, ça me faisait totalement... Absolument. Trottoir roulant, 1900. On réfléchit comment transporter les visiteurs. Alors, d'une part, ça donne lieu au transport sous terre avec l'inauguration de la ligne numéro 1, n'est-ce pas, du métropolitain. Et puis, deuxièmement, à ce trottoir roulant qui était baptisé le chemin de l'avenir et qu'empruntaient ces dames. Vous avez d'ailleurs quelques photographies dans les livres illustrés où on voit ces dames avec leurs jupes, quelquefois titubant un peu parce que le trottoir se met en marche, un peu comme nous sur des escaliers roulants. Hein. Et puis vous aviez aussi ce qu'on avait appelé, pour parler du transport au sein du site, il y avait le petit chemin de fer de Decauville. Monsieur Decauville avait inventé, on est en plein dans les innovations, hein, des petits chemins de fer légers qui pouvaient se monter et se démonter rapidement à base de pièces de fer et de bois, et qui étaient d'ailleurs facilement, qui avaient beaucoup de succès dans les colonies, quand vous devez, j'imagine, au fin fond de l'Afrique à l'époque, enjamber un obstacle, ben voilà, ça permettait de tendre un pont assez rapidement. Donc il y avait ça. Si vous voulez, si vous me permettez, c'est pour revenir à la question du thème, qui est tout à fait importante, parce qu'elle vient structurer les expositions universelles. Au fait, on a pendant le 19e, elles sont bien les filles de l'encyclopédie, de la révolution industrielle, on a cet engouement, cette fois
foi inébranlable dans le progrès. On est convaincu que la révolution industrielle, la machine n'a pas peur, le rail va apporter le bien-être aux quatre coins de la planète et entre autres de nos colonies, bien sûr. Oui. Et puis tout ça, cette mystique du progrès s'effrite un peu. Et effectivement, c'est là qu'en plus, il y a autre chose, un autre phénomène. Non seulement on est un petit peu plus dubitatif, mais c'est qu'en plus, on se rend compte que la prétention à l'exhaustivité est devenue impossible. Ah oui. Donc du coup, les premières halles, qui, je rappelle, mesuraient, salle des machines, 1 km 200, 300 le long de la Seine. On est d'accord, 1855, ça c'est la salle des machines. Le palais de l'Industrie était un peu plus petit, mais il faisait déjà quelques centaines de mètres. C'est dingue. Donc 1200 mètres de salle. Donc à l'époque, mais vous arriviez à mettre à peu près toutes les machines de qui ? France, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, Belgique et basta. Mais après, effectivement, tout cela va se développant, des nouveaux acteurs qui poussent. Donc du coup, vous retrouvez cette prétention à l'exhaustivité qui apparaît comme inatteignable et injustifiée. Et on va basculer vers plutôt les grands thèmes qui vont structurer une offre d'exposition au risque, pour éviter ce risque de confusion, si vous voulez. Et ça apparaît, au fait, le premier thème, c'est 1833 à Chicago. Vous avez après Paris, qui n'en est pas vraiment une en 1937, c'est en fait une exposition spécialisée, c'est pas une vraie universelle. Vous avez New York en 1939, et puis après vous avez la post-guerre, 58, Bruxelles, etc. Et là, on est en plein dans les thèmes. Alors ça amène une question que j'ai retenue un petit peu depuis le début de l'émission, c'est on a cité le BIE tout à l'heure. Qui attribue l'exposition universelle? C'est effectivement un BIE. Bureau international des expositions. Voilà, Bureau international des expositions universelles, des expositions, BIE, qui a son siège à Paris. Il y a qui là-dedans? C'est le comité olympique? C'est une organisation publique qui regroupe 167 pays. Et donc c'est une organisation intergouvernementale, tout à fait publique. Et donc les pays ont des délégués qui votent pour un des pays hôtes de l'Expo tous les 5 ans. Mais ils travaillent toute l'année. C'est plus transparent que la FIFA. Oui, j'allais vous dire. C'est un bureau qui est basé, on a de la chance de l'avoir à Paris. Et qui a été créé à la suite de la Convention de 1928, puisqu'il y a eu un tel foisonnement d'expos au 19e que finalement tout un chacun pouvait organiser son expo et s'autoproclamer exposition universelle. Donc vous imaginez, à un moment, vous avez vos participants qui s'essoufflent, parce qu'on ne peut pas assister partout. Le président est français? Le secrétaire général est espagnol, M. Los Sertales, qui est le secrétaire général du BIE, et donc une personnalité qui est aujourd'hui un peu la mémoire et l'acteur clé des expositions universelles. J'ai bien compris qu'il fallait le bichonner, celui-là. Oui, la grosse différence par rapport, on évoquait le CIO, c'est que le modèle économique d'une expo universelle n'est pas organisé autour du BIE. Il est organisé vraiment autour du pays hôte. Et donc, il n'y a pas de business au niveau du BIE. Vous voyez, c'est une petite organisation. Il y a une dizaine de collaborateurs, c'est à Paris, et c'est pas les contrats, les grands sponsors se négocient pas au BIE. Alors nous aimons beaucoup le BIE et on distribue pas d'enveloppe au BIE. Voilà. Écoutez, non, je crois qu'il n'y a pas cette culture, entre guillemets, au niveau du BIE. On va revenir sur nos chances de candidature, l'Expo universelle en 2025, mais aussi, vous le savez, les Jeux olympiques en 2024. Ce sont les 2 courses de haies dans lesquelles s'est lancé Paris et notre pays. Est-ce bien raisonnable? La maire de Paris dit en tout cas défendre 2 dossiers financiers bien verrouillé, c'est le terme qu'elle emploie. Ces 2 événements planétaires devant aussi concrétiser le projet de Grand Paris au sens le plus large du thème. Reportage de Magali Lacrose, Wanne Nguyen et Maxime Vautier. Le 13 avril dernier, le Conseil de Paris, présidé par Anne Hidalgo, place la capitale dans la course au JO de 2024, avec le soutien d'une très large majorité d'élus. Mes chers collègues, mes chers amis, nous voilà engagés. Paris tentera donc d'accueillir la flamme olympique en 2024. Et la France peut être l'exposition universelle de 2025. Une éventuelle seconde candidature évoquée à quelques semaines d'intervalle. Mais à en croire notre ministre de l'économie, abondance de grands événements ne nuirait pas. Il n'y a pas de choix à faire entre ces 2 candidatures. Parce que ce sont 2 événements différents. L'un est porté par une capitale avec un comité olympique, l'autre est porté par un pays avec la mobilisation de ses acteurs privés, et ils sont profondément complémentaires. Il n'y a peut-être aujourd'hui plus de choix à faire. Pourtant, Anne Hidalgo a longtemps hésité avant de lancer Paris dans la campagne des JO. En 2014, à New York, la maire de Paris affichait ses doutes quant aux bienfaits d'une telle entreprise.
Aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres dans des contraintes financières et budgétaires qui ne me permettent pas de dire que je porte cette candidature. Peut-être un peu conditionné par l'offensif président Hollande. Je suis favorable à ce que la ville de Paris, si elle en décide, présente sa candidature pour les Jeux Olympiques. C'est très important. Anne Hidalgo s'est donc finalement laissée tenter par le songe d'un été olympique à Paris, mais à une condition, ne pas tomber dans le gigantisme des éditions passées. En 2004, Athènes prévoyait initialement 4 milliards d'euros de dépenses. Les Jeux coûteront à la ville presque le triple. Pékin a elle aussi vu les dépenses s'envoler, tout comme Londres en 2012. Et surtout, Sochi, devenue haut la main championne des dépenses olympiques, avec un budget final estimé à 36 milliards d'euros. Forte de ces infrastructures déjà existantes, la ville de Paris estime pouvoir maîtriser ses coûts et table sur un budget de 6,2 milliards d'euros. Paris a énormément d'équipements déjà en place aujourd'hui, donc en s'appuyant sur eux, c'est vrai qu'on peut présenter une candidature qui serait quand même relativement moins coûteuse que d'autres, où il faudrait tout construire. Et puis, il faudra y inventer des petites choses qui seront éco-responsables, éco-dynamiques, qui montreront que Paris aussi s'inscrit largement dans le XXIe siècle, que ça permettra de continuer à transformer la ville, de l'améliorer, de la moderniser, de la tourner vers les siècles futurs, même si Paris est aussi une ville d'histoire qui a un patrimoine exceptionnel. 2 événements planétaires, voilà donc l'occasion, selon la mairie de Paris, de transformer les contours de la ville et de booster les travaux très en retard du Grand Paris. Un projet ambitieux censé désenclaver les territoires des abords de la capitale. Il est clair que si jamais les Jeux Olympiques sont gagnés, il y aura la nécessité de terminer un certain nombre d'infrastructures avant 2024. Ça concerne la ligne 15, ça concerne également le Charles de Gaulle Express qui relierait Roissy à Paris. Donc tous ces projets-là sont des projets qui auront une date butoir, une échéance et qui devront être terminés à l'intérieur de cette échéance. Pour relancer le Grand Paris, la mairie et l'exécutif sont donc tentés de faire le pari de courir 2 lièvres à la fois. Pourtant, déjà une question se pose. La France a-t-elle aujourd'hui la capacité économique d'assumer la charge de 2 événements de cette dimension ? Soyez gentil, Jean-Christophe Fromentin. Ne me faites pas une réponse diplomatique. Est-ce que c'est un problème, oui ou non, de courir 2 lièvres à la fois ? Oui. C'est un problème. C'est un problème pas tant pour des aspects économiques, parce que le projet qu'on monte sur l'Expo universelle se veut distant de l'argent public. C'est-à-dire qu'on monte un projet avec le monde économique, avec des perspectives sur la billetterie, les exposants et avec un projet d'appel à l'épargne. Pour autant, la difficulté qu'on ressent, très honnêtement, c'est que les Français auront du mal à aller justement à s'enthousiasmer pour 2 projets. Parce que on n'a pas accueilli de grands événements comme ça depuis un siècle, que voilà, la confiance est aujourd'hui un peu difficile, que l'inquiétude, le doute, et que voilà, je pense que amener les Français dans un grand événement, essayer de les fédérer, c'est jouable, c'est possible. Les emmener sur 2 grands événements, on risque un peu l'overdose. Mais donc, ça veut dire quoi que vous visez l'abandon de la candidature olympique pour espérer que l'Expo universelle puisse se faire? Disons-nous les choses très simplement. Non, je crois que chacun doit avancer sur son projet. Vous voyez, il y a encore un peu de temps avant de déposer les dossiers. Et puis, ça viendra naturellement. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Vous voyez, je pense que naturellement, l'opinion, les entreprises, les territoires, les collectivités s'emballeront sur un projet, s'entraîneront et s'auto-entraîneront sur un projet, et que c'est ce projet qui sortira. On est dans une demi-finale, en fin de compte. Et à nous, et au JO, à l'organisation olympique, de faire valoir ses avantages, ses arguments, de convaincre, de faire quelque part sa campagne en France, et qu'à la fin, il y aura probablement un gagnant. Mais les 2 événements sont différents, ce n'est pas la même construction, ce n'est pas le même projet. Voilà, pour autant, c'est pas mauvais, vous voyez, que les 2 prospèrent. Et à la fin, bon, que le meilleur gagne. 2 éléments chiffrés. A priori, votre projet est quand même nettement moins cher. La
deuxième chose, on essaye on s'interroge régulièrement sur les coûts, les avantages, et on a toujours un petit peu de mal à y voir très clair. Vous, que nous dites-vous sur le plan de la concurrence des deux? Je vous dis d'abord qu'il n'y a pas de grands événements sportifs sans argent public. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que les travaux dont parle l'adjoint au maire de Paris devront être conduits dans le cadre des Jeux Olympiques, et l'enveloppe n'est plus du tout la même. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on va organiser des Jeux Olympiques pour 4 ou 5 milliards d'euros à Paris, mais je sais d'expérience que, par exemple, la réalisation du premier cercle ferroviaire autour de Paris, c'est autour de 30 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup plus, évidemment. Alors vous pouvez me dire, comme dans le cas de Londres d'ailleurs, hein, à Londres on a construit une ligne de métro aérienne qui va de l'aéroport du centre-ville jusqu'au centre-ville lui-même. Bon, la DLR, très bien, ça sert ensuite aux Londoniens. C'est un équipement qui est durable, si vous voulez. Ça a coûté très cher. Moi je conteste le chiffre de 11 milliards et demi d'euros de coût total pour les Jeux de Londres, tel que ça a été indiqué dans le reportage. Non pas que le reportage ait donné un mauvais chiffre, mais les Anglais mentent. On va dire que c'est le chiffre officiel, le chiffre qu'il est bidon. Les Anglais mentent. En réalité, c'est probablement entre 16 et 18 milliards d'euros. Le coût réel, si vous voulez, des Jeux Olympiques. Alors, le problème des Jeux Olympiques... Et financé avec de l'argent public ou avec des entreprises ? En grande partie avec de l'argent public, malgré tout. Alors, une fois encore, ça peut se justifier. Hein. Ça a été l'occasion de réaménager le nord, l'est de Londres. Ça a sorti des territoires de la pauvreté. Bon, très bien. Mais ce que je vous dis, c'est que dans le cadre de la compétition qui est engagée aujourd'hui, 6 compétitions il y a d'un côté une exposition universelle avec des revenus de la billetterie, avec de l'argent des entreprises privées, et de l'autre côté un événement sportif qui va mobiliser de l'argent public. C'est une certitude. Ça n'est pas le même écho. Donc là, vous êtes en train de nous dire, la maire de Paris avait raison d'hésiter avant d'y aller, et bien qu'elle semble y aller aujourd'hui, ça va quand même coûter beaucoup plus cher que Non, mais dans un pays, si vous voulez, il y a 2 façons de voir les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football. Soit c'est de la soft diplomatie, Sochi c'était de la soft diplomatie, la Russie voulait faire voir qu'elle était capable d'organiser de grands événements et qu'elle était sympathique. Ça, on n'a pas besoin. Le Qatar a besoin d'exister dans la mondialisation. J'allais dire que pratiquement un certain nombre de pays aujourd'hui ont besoin du sport comme un élément de soft diplomatie. On n'en a pas besoin. On a besoin d'autre chose. C'est quoi, finalement, on arrive vers la fin de l'émission, on a envie de se dire, c'est quoi aujourd'hui une expo universelle? Moi, je crois que le problème, ce dont on a besoin à Paris et le Grand Paris, on a une situation bien particulière. Hein. C'est-à-dire qu'on a une ville de 2 millions d'habitants, Paris, que tantôt on dit c'est 12 millions d'habitants, tantôt ça dépend à quel moment ça nous arrange. Oui, exactement. On a un problème à régler, et 2025, ça serait peut-être une bonne date pour essayer d'avoir une solution, c'est de enfin associer, il y a la métropole, c'est voté, il va y avoir la métropole, ce qu'il faut c'est une image mentale, il faut une symbolique, pour que ceux qui sont hors les murs se disent à un moment donné, je fais partie d'une métropole qui est aussi prestige, c'est chez moi. Voilà. C'est mon identité, même si c'est vaste. Et pour ça, on a besoin de grands projets. C'est-à-dire que ce qu'amènent ces grands projets, alors indépendamment de leur coût, c'est-à-dire ils amènent ce rêve, cette dimension symbolique. Vous parliez des traces immatérielles. Je crois que de ce point de vue-là, l'Expo 2025 qui prévoit, comme vous l'avez dit, d'avoir des sites dans Paris intramuros, c'est-à-dire celui à l'intérieur du périphérique, mais aussi des sites dans le Grand Paris métropolitain, pendant 6 mois, avec cette idée de partage, de dire le prestige, finalement, c'est pas que la Sainte-Chapelle, c'est pas que le Centre Pompidou, mais c'est aussi... Dans les 2 cas, c'est pas mal, hein. Oui, mais voilà, mais les cartes postales du Paris, hors les murs, sont inventées. L'exposition universelle, je pense, dans la durée et dans la fréquentation qu'elle suscite, c'est sûr que ça serait un formidable atout, là, égoïstement, pour que la métropole parisienne existe, non seulement du point de vue des infrastructures, ce qui est évidemment essentiel, non d'un point de vue politique administratif, on va voir, c'est en cours, c'est peut-être pas gagné, mais surtout, pour chacun, d'un point de vue vraiment culturel, de dire j'ai la fierté d'habiter, je sais pas, Asnières, Montrouge, enfin toutes ces communes où il y a 10 millions, quoi. Il y a 2 millions saturés de symboles et de monuments, et 10 millions qui se partagent de maigres images prestigieuses. L'Expo universelle, pour ça, serait certainement un formidable atout. Bon, on va passer aux questions SMS. Vous êtes obligé de répondre. Vaudrait-il mieux pour la France obtenir les JO ou l'exposition universelle? Alors, vous, je crois que je connais la réponse. Moi, oui. Très bien. Que me dit Florence Pinault de Villechénon? Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'aime bien dans ce projet, ce que j'aime bien
dans le thème, le concept d'Expo universelle, c'est l'audace. Elles sont nées d'esprits audacieux. C'est pour ça qu'elles ont été des fabuleux vecteurs d'innovation. Donc, pour moi personnellement, un projet qui m'invite à revisiter mes atouts, à croire dans l'avenir, plutôt que de regarder ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire, ce que je peux faire, je trouve que c'est extrêmement mobilisateur. Extrêmement mobilisateur. Pascal Perry. Oui, c'est. Vous votez pour qui? Moi, alors, écoutez. Bien que n'étant pas membre du BIE. Non, et non corruptible de surcroît. Nous sommes un pays de 6 millions d'habitants. Nous avons une longue histoire, une longue culture. Nous avons de beaux territoires. Nous avons donc quelque chose à vendre dans cette exposition universelle. Et il me semble que la société doit pouvoir se passionner pour ce rendez-vous qui s'adresse aux autres, au reste du monde, mais qui est aussi, une fois encore, l'occasion de s'adresser à soi-même, de se montrer ce que nous sommes et de rendre un peu de fierté à un pays qui aujourd'hui est plutôt paralysé par la peur et arrêté par le doute. Je sens que je vais avoir 4 points pour l'expo. Et vous, Jacques Ferrier? Oui, vous savez, quand vous n'avez pas envie de construire des stades? Un architecte, on a toujours envie de construire des voilà, vous voyez. Plus c'est grand, mieux c'est. Mais on nous rappelait la dimension du palais des machines. Non, le futur plus beau stade de France, qui semble être celui de Bordeaux, sera un stade raisonnable qui ne fait 40 000 places. Oui, on peut composer les choses. Ah bon? Le stade de Lyon, peut-être, le plus beau de France. Ah, bon, alors très bien. Alors, je vais rentrer dans des querelles dans lesquelles je ne veux même pas rentrer. Moi, je trouve que le Parc des Princes, c'est magnifique. Alors, mais sur le thème que je connais, l'urbanisme et l'architecture, il est vrai que quand on se promène à l'étranger pour des conférences ou pour construire, l'image de la France, c'est le patrimoine. Et donc là, une expo universelle qui redonnerait, qui renouvellerait l'image de la France comme capable d'inventer un style de vie urbain, parce que là aussi, quand même, on a le nombre de touristes que l'on a à Paris justifie cet atout. Ça serait quand même un plus. Alors, à partir de maintenant, je vais essayer de vous poser des questions un par un et en essayant de faire des réponses un peu plus courtes pour les faire tourner. Alors, course au JO, course à l'exposition universelle, laquelle est la plus difficile à remporter? N'est-ce pas à chaque fois une question de gros sous? Comme répond Pascal Perry. Oui, les Jeux Olympiques, c'est plus compliqué, incontestablement. Concurrence plus rude, d'abord, coût d'investissement élevé, et puis ce que disait Madame Hidalgo, le comité olympique qui décide regarde également quelle est l'envie exprimée non seulement par les organisateurs, mais aussi par la société politique et par la société tout court. Et dans ce domaine, on a quand même pris un tout petit peu de retard. Donc c'est plus compliqué d'obtenir les Jeux Olympiques que l'exposition. Et plus coûteux. Alors c'est plus coûteux, c'est one shot comme on dit, ça coûtera plus. C'est un événement très spectaculaire malgré tout. C'est très sympa, évidemment. Les Jeux Olympiques, c'est formidable parce que c'est pendant 3 semaines une vitrine extraordinaire sur un pays, mais ça ne dure que 3 semaines. Si Paris, alors ça c'est pour vous, Jean-Christophe Romantin, si Paris perd les JO et l'Expo universelle, le Grand Paris sera-t-il plus petit? Ça me fait rire cette question. Non, bien entendu. Mais vous savez, le Grand Paris, il y a le Grand Paris politique ou administratif, il y a le Grand Paris des transports, et puis il y a ce Grand Paris qu'on évoque, c'est le Grand Paris d'un héritage à créer, d'un marqueur ou de marqueurs à construire, comme l'évoquait Jacques Ferrier. Et ce Grand Paris-là, bien entendu, a besoin de ce grand marqueur, de ce grand événement. Donc il sera plus large, il sera plus augmenté, il sera plus rayonnant si on a un événement comme celui-là. Vous gardez la parole. Quels sont les critères retenus pour l'attribution des expositions universelles? Au BIE, ils vous disent quoi? Écoutez, comme on le disait en début d'émission, c'est l'envie d'abord. Est-ce que le pays a envie d'accueillir le monde? Ensuite, c'est l'audace. Est-ce que l'expo est audacieuse? Et est-ce qu'elle est, je dirais que ça c'est peut-être un nouveau critère, est-ce qu'elle est co-fabriquée, est-ce qu'elle est collaborative? On est dans un monde qui est très horizontal, où on fait du coworking, où on fait du crowdsourcing, où on fait du crowdfunding, vous voyez, où il faut inviter le monde à construire cette expo avec nous. Donc là, l'envie, l'audace, la participation. Voilà. Vous êtes d'accord? Absolument. C'est-à-dire, il est très important pour une candidature d'avoir une assise la plus large possible. Et on a eu des exemples, qui veut, je ne sais pas ce qu'on dirait, Matteo Renzi, vous avez eu Venise, qui avait voulu organiser une expo. Et parce que la mairesse à l'époque, je crois, le souhaitait, et puis il y a eu la région également, la Vénétie, mais finalement, c'est la population qui n'en a pas voulu. Et ils ont réussi à rallier tout le monde entier pour sauvons Venise d'une expo. Voyez. Donc c'est un élément absolument clé.
Comment est financée l'exposition universelle? Y a-t-il des sponsors? Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a la billetterie d'abord. Vous voyez, on travaille sur 60 millions de visiteurs sur le projet 2025. Il y a les exposants. 60 millions? Oui, sur 6 mois, 60 millions de visiteurs. Parce que Milan, il vise 20 et on pensait que la dernière grande était Shanghai qui a, je crois, eu 90 millions. 80-90. 80-90. Et Paris en 1900, 53 millions. Oui. Si en 1900 à Paris, on a fait 53 millions de visiteurs, ça serait petit bras de jouer une expo à moins de 50 millions de visiteurs. Cela dit, je viens de réaliser qu'à Shanghai, il y avait les Chinois, ce qui m'avait légèrement échappé, donc ceci explique cela. Mais à Paris, il y a 80 millions de touristes par an. Comment vous financez? C'est la question qui vous est posée. Hein. Mais on le finance sur cette idée d'abord nouvelle d'avoir 12 grands pavillons, de faire de chaque pavillon, à l'instar de ce que la Tour Eiffel était en 1889, une entreprise, une véritable entreprise, un véritable laboratoire, avec plusieurs éléments de recettes, à la fois les entreprises qui vont participer à créer ce laboratoire, les exposants qui vont se fédérer autour, et les billets pour visiter chaque pavillon. Et ça suffit. Et c'est même vous verrez dans quelques temps, on va faire très en détail la présentation du projet de gestion, mais on est même en mesure, on sera en mesure de montrer qu'on fait un bénéfice et que justement ce bénéfice, on le met dans des fonds d'innovation pour financer ce qu'une exposition universelle pourrait générer comme nouveauté, comme innovation, comme nouveau produit. Et vous êtes sûr que C'est dans l'air de 2030, on n'ira pas, ça va coûter 2 fois plus cher? Et je veux dire, il y a un test qui est imparable. C'est qu'aujourd'hui, pour financer la candidature, il n'y a pas d'argent public. On a fait une première levée de fonds de 5 millions, on en fait une de 50 millions, il n'y a pas 1 euro d'argent public. Et ça, c'est le test imparable, parce que si on n'arrivait pas, on ne pourrait pas effectivement passer à la séquence suivante. Ça, c'est un excellent argument. Pourquoi le Qatar veut-il racheter le pavillon français à la fin de l'exposition? Que veut-il en faire? C'est de l'exposition de Milan. Ça vous surprend? Le Qatar achète de la culture, comme tous les pays qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de culture. On développe des musées dans ces territoires. Ils achètent des franchises du Louvre. Pourquoi pas acheter un pavillon français? Ils adorent les architectes français. Ils aiment même les clubs de football français. Ils investissent dans les valeurs qui sont les valeurs contemporaines qui permettent de prendre la parole aujourd'hui. C'est la culture, c'est le sport, c'est tous ces éléments. Et donc je ne suis pas étonné du tout. Est-il vrai que c'est la mafia calabraise qui a raflé le marché de la construction à Milan? On parle de milliards. Je dois dire que c'est extrêmement abordé, ça. Oui, c'est vrai que, y compris d'ailleurs dans des éléments qui sont aujourd'hui avérés, puisque c'est devant les tribunaux, le bureau d'attribution des travaux a été vidé de fond en comble de ses ressources humaines et réabondé par de nouveaux collaborateurs parce qu'on a découvert que les premiers avaient confié des travaux à des entreprises sur des bases qui n'étaient pas celles d'un appel d'offres normal. Pourquoi ne construit-on pas de beaux monuments, plus de beaux monuments comme la Tour Eiffel aujourd'hui, nous demande un téléspectateur? C'est la dernière question et vous avez 20 secondes pour me répondre, Jacques Ferrier. Ben, je crois qu'il y a toujours la possibilité, notamment quand on a cet élan de tels événements que des expos universelles, de construire de beaux monuments. J'espère qu'il y aura encore à voir dans les années à venir des belles traces architecturales des expositions passées et à venir.